Bourdin. 0826 300 300, il y a des passeurs qui exploitent la détresse humaine des réfugiés pour s'enrichir. Ça se produit assez régulièrement. Je voudrais appeler Pascal Pénétro. Bonjour Pascal Pénétro. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire d'un village qui s'appelle Fos, qui est situé où précisément, Pascal Pénétro? C'est simple, c'est à l'intersection entre la Garonne et la frontière espagnole. Entre la Garonne et la frontière espagnole. Vous êtes à combien de la frontière? C'est le village frontière, donc au bout du village, on traverse la frontière. Bon. Je vais vous parler de ces migrants qui passent régulièrement la frontière, de ces passeurs qui exploitent la détresse de ces réfugiés, Pascal Pénétro. Mais j'avais un débat auparavant sur le cannabis. Vous, dans un village comme le vôtre, vous n'êtes pas confronté à ces questions-là? Si. Si. Ben voilà. Si. C'est pour ça que je vous posais la question. Même dans votre village de 200 habitants? 250, oui. 250. Il y a évidemment, ce dont vous parliez tout à l'heure, les go-fast qui traversent le village. Oui. Oui. Et après, on a des consommateurs, comme partout en France, de cannabis. Vous avez dans le village des consommateurs de cannabis. Donc quand je disais que ça ne concerne pas que les grands quartiers des grandes villes, évidemment, Pascal Pénétro. Vous pensez que la légalisation, je vais passer ensuite à la détresse humaine de ces réfugiés et des passeurs qui exploitent cette détresse, Pascal Pénétro, mais vous pensez que la légalisation est une solution, l'une des solutions? Je le pense, oui. Je le pense. Il y a des arguments qui permettent de pencher vers cette solution, parce que en fait, quand on voit que le trafic, le fait que ce soit illégal, ça permet d'autres trafics comme les armes, etc. On se dit qu'avec une légalisation, on couperait un peu Pascal Pénétro, ça n'empêcherait pas le trafic parallèle. Regardez avec les cigarettes. Vous connaissez bien ça, parce que le trafic de cigarettes, vous connaissez ça par cœur à la frontière. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça n'empêchera pas le trafic parallèle. Ça n'empêchera pas le trafic parallèle, mais ça permettra d'une part de faire des produits de qualité contrôlée. Oui. Et de permettre à l'État de faire rentrer quelques sous dans les caisses. Oui. Et peut-être qu'ils en profiteront pour en redistribuer un petit peu aux petites communes rurales comme nous. Revenons sur ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai vu l'article de la Dépêche lundi, et c'est cet article qui m'a alerté, Pascal Pénétro. Un réseau la Dépêche écrit: un réseau de passeurs de migrants a été arrêté à Fos, dans la Haute-Garonne. Un réseau a été arrêté à Fos, Pascal Pénétro? Non, déjà, il y a un petit... L'article est mal tourné, il n'y a pas de passeurs qui ont été arrêtés, qui sont habitants de Fos, en tout cas. Oui. Mais ça, je tiens de suite à le préciser. Oui. Ensuite, que le trafic passe par Fos, c'est le village frontière, donc c'est parfaitement possible. Je voudrais dire d'ailleurs à ce propos qu'en tant que maire de la commune, je suis officier de police judiciaire, et que malgré un an d'enquête, j'ai jamais eu les autorités au téléphone. Ah bon? Je pense que ça montre la considération qu'ils peuvent avoir pour les maires aujourd'hui. Oui. Juste à servir de punching ball à la population, ou de rempart entre la population et l'État. Oui. Avec toujours moins de moyens pour agir et obligé de mendier des subventions pour subsister. Mais là, en l'occurrence, Pascal Pénétro, vous avez été... Comment avez-vous appris qu'il y avait eu ce démantèlement de ce réseau de passeurs? Comme vous, par l'article dans la Dépêche. Comme moi, par l'article dans la Dépêche. Personne ne vous a prévenu? Non. Non. Alors que apparemment, le réseau opérait autour de Fos, à la frontière. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'ai vu aussi que certaines personnes... passeurs ont été arrêtés, donc pas des habitants de Fos, mais certaines personnes ont été arrêtées et exploitées évidemment la détresse humaine. Comment? En transportant ces réfugiés jusqu'à la gare de Matabio à Toulouse, contre argent évidemment. Oui, c'est ça.
200 euros, j'ai vu 200 euros le passage. C'est ça, vous êtes au courant de ce trafic? Passeur, a priori, dans notre vallée, c'est pas vraiment un terme négatif, vous voyez, parce que... Oui. Il y a passeur et passeur pour vous? Eh ben oui, tout à fait, oui. On a toujours été confrontés à ça. Moi, mon grand-père républicain espagnol est rentré en 36, donc à passer la frontière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu de très très nombreuses personnes résistants ou juifs qui fuyaient le nazisme, qui ont été passés justement de l'autre côté pour rejoindre la France libre en Afrique du Nord. Et ces passeurs, à l'époque, ils étaient plutôt héroïques, vous voyez. Oui. Ils étaient plutôt dignes, plutôt honorables et dignes de respect. Oui. Après, quand certains, parce qu'il y a toujours malheureusement dans l'espèce humaine des personnes qui sont mercantiles, et ben ceux-là, à l'époque, ils auraient été traités comme ils le méritaient, c'est-à-dire ils seraient allés faire nager dans la Garonne avec les pieds et les mains liés dans le dos, vous voyez. Oui. Oui. On est plutôt d'un pays où l'entraide entre les hommes était la coutume. Oui, vous avez toujours connu ça, l'entraide entre les hommes. Et vous avez... Oui, même l'entraide, même la contrebande, vous avez toujours connu ça, Pascal Pénétro. Oui, oui. Évidemment. Et on ne dénonçait pas les contrebandiers. Non. Alors qu'on pourrait dénoncer dénoncer, je déteste ce mot, que les choses soient très claires, Ouais. Pascal Pénétro, mais punir sévèrement aujourd'hui ceux qui en profitent pour exploiter, et ils sont de la région apparemment, qui en profitent pour exploiter la détresse des réfugiés. Ah ben c'est très clair, Oui. Et je pense justement que les autorités auraient eu tout intérêt à alerter au moins le maire du village, oui, de manière à ce que nous puissions nous être attentifs à tout signe qui pourrait nous montrer certains de ces passeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Je vous remercie d'avoir rétabli certaines vérités, Pascal Pénétro. J'y tenais et je tiens à aborder ce sujet. Merci, je tenais à aborder ce sujet. Merci à vous. Je voudrais terminer et revenir sur notre débat autour de la légalisation du cannabis, l'une des solutions ou pas. Nous allons mettre Sandrine et Christophe ensemble. Ils sont d'avis contraires, mais ils vont pouvoir dialoguer ici sur Sud Radio. Chacun a le droit à la parole. 0826 300 300. Parlons vrai, parlons librement. J'y tiens. Sandrine, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Ça me fait plaisir de vous avoir. Sandrine, vous êtes dans le Tarn-et-Garonne. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes contre la légalisation du cannabis. Dites-moi pourquoi. Ah oui, parce que tout simplement, c'est que si on légalise le cannabis, bon, effectivement, quand j'ai entendu votre émission, oui, effectivement, mais il y aura toujours derrière des points de deal et il y aura des contrefaçons qui se referont, ils mettront autre chose et il y aura d'autres drogues qui vont arriver. Donc, pour moi, c'est pas ça qui va finir tous ces trafiquants, enfin ces gros trafiquants, la production, tout ça. Moi, je dirais sur une campagne très très importante publicitaire, même je veux dire choquante. Oui. Jusqu'à même placarder donc ces cités, parce que moi je suis originaire de Montpellier, je suis née à La Paillade, j'aime bien le dire La Paillade, oui, parce que moi j'aime bien, parce que la notion ça a été repris, mais moi c'est La Paillade, je suis fille de, donc voilà, je connais la cité. Des pancartes publicitaires, des familles où justement malheureusement leurs jeunes sont rentrés, qui ont été un petit peu pris par ces trafiquants qui les mettent dans les points de deal parce qu'on les voit pas, ils sont cachés, c'est clair. Et qui témoignent, qui on fasse des photos et expliquer vraiment à quel point vraiment et faire vraiment une grosse campagne là-dessus. C'est que le jeune, voilà. Après la précarité, voilà, il y a deux de précarité. Je comprends la personne qui a parlé de précarité. Il y a précarité et précarité. Précarité parce que tu n'arrives pas à manger, je peux comprendre.
Précarité parce que tu ne peux pas te payer un écran plat, une télévision ou des beaux baskets de marque ou le super téléphone de dernier parce que c'est comme ça qu'ils les appâtent. Ouais, dernier modèle, c'est comme ça qu'ils les appâtent ces jeunes. Moi, je suis née en cité, je sais ce que c'est. J'aime beaucoup la paillade. Sandrine, on va mettre avec vous Christophe qui est à Toulouse, qui lui est garagiste, qui est consommateur de cannabis et favorable à la légalisation. Bonjour Christophe. D'accord. Christophe. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes favorable à la légalisation? Oui. Oui, parce que pour moi, c'est une aberration, parce qu'aujourd'hui, on a le droit d'acheter son whisky au supermarché, mais bon, on n'a pas le droit d'acheter son cannabis au bureau de tabac, par exemple, quoi. Alors que pour moi, c'est exactement le même produit. Il n'y a pas de différence. Oui. Alors, vous, à 56 ans, vous pensez que c'est le même produit, vous avez un recul avec la consommation de cannabis, mais peut-être qu'à 15 ans ou 16 ans, on n'a pas le même recul. Oui, non, mais je comprends bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, le fait que l'alcool soit interdit aux mineurs, ça n'empêche pas les mineurs de boire. Oui, ça c'est vrai. Ça, on le sait. Donc évidemment, si on le légalise, qu'on empêche les mineurs de fumer, ils fumeront quand même. Oui. Mais il y a après, il y a une éducation à faire aux enfants. Il faut leur en parler. Bon, éducation. Donc je pense que tout le monde est d'accord, c'est l'une des solutions. Ouais, alors la légalisation peut-être, et peut-être l'une des solutions, mais seule la légalisation, ce n'est pas suffisant. On est bien d'accord. Le problème, moi je suis un fumeur, je suis un consommateur, je consomme pas tous les jours. Enfin, j'ai fait ça il y a très longtemps. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fume. Alors j'ai fumé, étant jeune, j'ai fumé un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fume occasionnellement, on va dire. Je ne suis pas un consommateur journalier. Mais moi, ce qui m'embête aujourd'hui, à 56 ans, d'avoir envie de me fumer un pétard le soir quand je rentre chez moi après le boulot, eh bien, c'est comme certains se referaient un petit whisky en rentrant ou un verre de vin. Eh bien, moi, je suis obligé d'acheter mon produit à des dealers. Eh oui. Donc, je fais travailler un marché clandestin. Et moi, je préfère aller au bureau de tabac, payer des taxes et boucher le trou de la sécu, comme disait le groupe Trio, en fumant mon tarpé. Exactement. Sandrine. Oui, alors bon, je le comprends, le monsieur, parce que simplement, il existe à Montpellier, j'avais une fois, ça faisait longtemps que je n'étais pas descendue de Montpellier, il y avait des bars à cannabis. Alors ça mavait fait rire. Mais bon, après, je le comprends. Je peux comprendre. Oui. Mais le problème du monsieur, bon, lui, il ira le chercher légalement, ok, pas de problème. Sauf qu'il payera, mais est-ce que ça sera le même prix? Je sais pas, parce que je n'ai jamais... Oui. Moi, j'ai eu tellement de copains à Montpellier, si vous voulez, qui sont tombés, mais après, à l'héroïne. Qui sont passés du cannabis à des drogues plus dures. Merci, Sandrine. Christophe, un mot, puis vite, parce que... Oui, moi, je voudrais dire que c'est pas tellement vrai, ça. On ne passe pas de la drogue, du cannabis. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, Christophe. Ça arrive très peu. Et je voulais simplement dire que j'étais le mois dernier aux États-Unis, j'étais à Chicago, où c'est légalisé. J'ai discuté avec des gens. Et le fait que ce soit vendu maintenant dans les magasins, ça fait baisser le prix du cannabis de 50%. Merci, Christophe. Merci à vous tous, c'était passionnant ce matin et vous étiez extrêmement nombreux à appeler 0826 300 300. Merci.